Je vais vous présenter donc les intervenants. Donc nous avons d'abord Gilles Durand. Gilles Durand, qui est le secrétaire général de l'Association française pour le GNB. C'est un diplômé de l'École nationale supérieure de mécanique et micromécanique. Pour son pédigré, donc Gilles Durand intègre la direction de la distribution d'EDF-GDF en 1984, où il exerce des fonctions de management. En 92, il rejoint la fonction publique d'État puis territoriale, où il occupe les responsabilités dans le développement industriel. Et en 2002, il rejoint Gaz de France pour préparer et mettre en œuvre l'ouverture des marchés de l'énergie. En 2007, il participe au programme de relance de l'énergie gaz naturel piloté par la direction générale de GDF Suez, et il est secrétaire général de l'association française pour le GNB depuis 2010. Ensuite, nous aurons Olivier Marchand. Olivier Marchand, donc, c'est un gazard de la Bordeaux 87. Il a fait toute sa carrière dans l'énergie, notamment en Angleterre, dans les turbines à gaz, les centrales à charbon. Il a été dans les bureaux d'études de moteurs diesel de Cumming, par exemple. Il a travaillé sur les moteurs à gaz et surtout donc, des grosses bêtes pour la cogénération, jusqu'à 3 mégawatts. Des gros moteurs de la gamme Cumming, par exemple le QSK 60 litres de cylindrée, et aussi le QSK 78 litres de cylindrée. Donc, vous voyez, c'est des grosses bêtes qu'il a eu à traiter. En France, donc, pour AVL, à ce retour, donc, il a travaillé sur les applications routières pour les clients de Renault, enfin, qui étaient Renault, Peugeot ou Volvo. Et depuis 15 ans, il travaille sur le GNB, et notamment donc avec CRMT, et maintenant sur l'hydrogène et pour la mobilité, et surtout donc sa spécialité, enfin, CRMT donc est aussi spécialisé dans le rétrofit. Vincent Rousseau qui clôturera cette conférence. Vincent Rousseau est aussi un gazard, il est d'Angers 95. C'est le responsable des grands comptes de la direction commerciale de GRT Gaz. Il est en charge notamment de la valorisation des infrastructures de transport de gaz par rapport aux enjeux de décarbonation des industriels directement raccordés, y compris les usages de mobilité. Il était auparavant directeur de projet en charge du développement bio-GND et GRT Gaz également. Alors, un petit mot là sur le pourquoi justement du diesel qui est devenu la bête noire des carburants. C'est ce qui est à l'image, c'est-à-dire donc le diesel est responsable des émissions de NOx, des oxydes d'azote, et qui sont des puissants cancérigènes. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que donc il y a le CO2, etc. Gilles Durand va en parler juste derrière. Donc, il faut savoir aussi donc, que le CO2, ce n'est pas quelque chose de nocif, on en a besoin même pour la vie, mais c'est surtout l'excédent et le déséquilibre que procure la combustion des hydrocarbures qui pose un problème. Donc, voilà les responsables des NOx. En gros, donc, ce sont les transports. Et donc, pour remplacer tous ces carburants des transports, vous voyez qu'on consomme à peu près 50 millions en France, 50 millions de mètres cubes de carburant en France, donc ce qui correspond donc à 490 TWh. Et si je ramène ça à la roue, c'est 160 TWh qu'il faut trouver. Donc, je vais maintenant passer la main à Gilles Durand. Si Gilles, tu peux prendre la main, ça serait très bien. Ok, je prends la main, je partage l'écran. Voilà. Est-ce qu'on est bon là? C'est bon. Martial? C'est bon, c'est bon, c'est bon, tu peux y aller. On voit en plein écran? On voit ton écran. Non, non, on n'est pas en plein écran là. On n'est pas en plein écran. On a ton. Voilà, c'est bien.
Bon, bon, j'ai 10 minutes. Ben, je vous remercie déjà de m'avoir invité. Je vais aller assez vite. S'il y a des questions, ben, on y viendra après, puisqu'il y a un temps important qui est réservé aux questions-réponses. Voilà, donc CRMT et GRTGAS sont deux adhérents de la FGNV, qui en comptent un peu plus de 120 aujourd'hui. On a une dizaine de nouveaux adhérents par an, essentiellement des industriels d'ailleurs, mais quelques collectivités locales. Alors l'association, en fait, elle est composée d'une part d'énergéticiens, donc des pétroliers, des pétrogaziers, des gaziers, des grandes entreprises, des startups. Voilà, il y a une vingtaine d'énergéticiens aujourd'hui qui, en France, proposent des solutions d'avitaillement gaz naturel sous la forme gaz comprimé ou gaz liquéfié. Nous avons également, bien évidemment, des constructeurs de véhicules, essentiellement des constructeurs de poids lourds, très peu de constructeurs de véhicules légers, un constructeur de voitures, donc c'est Seat, du groupe Volkswagen, et Fiat, à travers Fiat Professional et sa gamme de véhicules utilitaires. Mais nous manquons cruellement d'offres de véhicules légers en France au gaz naturel, ce qui n'est pas le cas pour les poids lourds, puisque les entreprises que vous voyez là, dont vous voyez les logos, en fait, construisent des camions de marchandises, des bennes à ordures, des bus et des cars. Donc on a une gamme très large, à partir de 3,5 tonnes jusqu'à 44 tonnes. Et puis nous avons toute une strate dans l'association d'industrie d'équipement, du gaz ou pas du gaz d'ailleurs. Mais on a des gens qui font des compresseurs, on a des gens qui font des pompes cryogéniques, on a des gens qui ont des bureaux d'études, on a donc des centres de recherche comme le CRMT ou comme l'IFPEN. Voilà, donc on a toute une strate d'industrie qui travaille autour des véhicules ou des stations-service gaz. Nous avons également des collectivités locales, donc il y a la ville de Paris, il y a Toulouse Métropole, il y a Lille Métropole, voilà, il y a le Grand Poitiers. Et puis nous avons bien évidemment les fédérations professionnelles de transport routier de voyageurs et de marchandises, puisqu'on a souhaité dès le départ coller un petit peu à leur réalité. Et puis tout en bas de l'écran, il y a en fait les acteurs historiques du GNV, que sont les acteurs de la propreté urbaine et du transport collectif par autobus. Voilà. Alors, on définit en fait le GNV comme une solution low cost, low tech, pardon, et low cost aussi d'ailleurs, pour améliorer la qualité de l'air. Il y a des comparaisons qui ont été faites en conditions réelles, l'utilisation des véhicules. Et donc, on voit bien en fait que pour les oxydes d'azote, on les divise à peu près par 2 en moyenne par rapport à un véhicule diesel de dernière génération. Et en plus, les véhicules diesel ont des systèmes de dépollution assez complexes, que ce soit l'AdBlue pour la partie inox ou la partie filtre à particules pour les particules. Concernant les particules, donc sur les NOx, puisque Martial en a parlé tout à l'heure, c'est un vrai sujet sur les véhicules diesel. Sur les NOx, on a vraiment un avantage très important. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro là. Donc, je ne sais pas si on m'entend, Martial. Oui, oui, on t'entend bien, ouais. Parce qu'il y a un bruit parasite là. Je suis en train de... Et donc, concernant les particules, quand on regarde un véhicule Euro 6 diesel avec un filtre à particules et un système AdBlue, il émet pas plus de particules qu'un véhicule GNV. Voilà. Simplement, dans un cas, on n'a pas de système de dépollution, c'est le GNV, et dans l'autre, on en a un qui est assez complexe et qui, des fois, peut être déconnecté. Il y a eu quelques scandales qui ont été révélés comme ça, notamment en Allemagne, où les véhicules roulaient sans mettre d'AdBlue. Alors, il n'y a pas que les polluants du type NOx ou particules qu'on traite avec le GNV, il y a également les émissions de CO2. Et si on veut regarder les choses de manière très correcte sur les émissions de CO2, il faut les regarder sous la forme d'analyse de cycle de vie des véhicules. C'est-à-dire ne pas prendre en compte uniquement ce qui sort du pot d'échappement, donc la partie combustion de l'énergie qui sort de carburant, mais prendre en compte la production de cette énergie et de prendre en compte également la production et la destruction du véhicule. Et quand on regarde ça de manière globale, c'est donc les schémas que vous voyez. Une étude a été faite par l'IFPEN Énergie Nouvelle en 2019 et qui a montré en fait que l'empreinte carbone des véhicules GNV, mais surtout bio-GNV, donc
le bio-GNV, c'est le biométhane en fin de compte, était très nettement inférieur au carburant classique en empreinte carbone, mais surtout du même ordre de grandeur, voire meilleur que les véhicules électriques batterie. Voilà. L'étude que vous voyez là n'avait pas pris en compte l'hydrogène. Depuis, Carbone 4 a fait une étude qui concerne également l'hydrogène, et on voit que le biométhane est, pour les véhicules légers et les véhicules lourds, vraiment le carburant qui a la meilleure empreinte carbone. Quand on regarde tout ça, eh bien, la réalité des émissions de CO2, il faut les prendre en compte globalement. Voilà. Donc, ce système de l'analyse en cycle de vie des véhicules permet de comparer de manière extrêmement juste les différents carburants alternatifs. Et on voit que le bio-GNV a toute sa place pour la réduction massive des émissions de CO2 dans le transport. Voilà, j'en parlais, on pourra y revenir tout à l'heure, mais voilà l'étude réalisée en 2020 par Carbone 4, donc qui est un cabinet spécialisé en fait dans les émissions de carbone, et donc qui montre bien en fait que les véhicules bio-GNC sont meilleurs que les véhicules électriques, batteries et électriques et même hydrogène. Voilà, puisqu'on les voit sur le schéma qui est là. Alors, c'est un carburant qui se développe, qui a démarré à la fin des années 90 dans les bus et les bennes à ordures ménagères, parce que en fait, les autonomies des véhicules à l'époque étaient de l'ordre de 200-300 km. Mais je pense que Olivier Marchand connaît bien ça depuis le début, puisqu'ils ont travaillé sur ces bus-là. Mais depuis 2012, en fait, le gaz a connu un intérêt très fort de la part de la filière transport de marchandises, puisque à l'époque, notamment la ville de Paris avait émis un vœu en 2017 qu'en 2022, plus aucun véhicule diesel ne rentrerait dans Paris. Et ça fait très très peur à toute la filière transport de marchandises et livraison urbaine, et qui ne voulait pas se faire imposer les véhicules électriques dont on ne connaissait pas l'autonomie, dont on ne connaissait pas le prix. Et donc, tous ces professionnels ont trouvé de l'intérêt au gaz. C'est ce qui explique le développement très fort pour les poids lourds. Donc, quand on regarde sur le diagramme en haut à gauche, c'est en vert, une montée très forte en fait depuis 2014. Et sur le diagramme en bleu, un peu plus faible pour les véhicules utilitaires légers et les véhicules légers. Et là, je rappelle, c'est parce qu'il y a une gamme qui est très peu étoffée. Voilà. Concernant, quand on parle en fait des carburants alternatifs, il y a 3 paramètres qu'il faut regarder. Il faut regarder les véhicules, donc ça on vient de le voir. Il faut regarder les points d'avitaillement, donc ça c'est ce qu'on a au milieu de l'écran. On a des points d'avitaillement GNC, gaz naturel comprimé, donc ça c'est le gaz que l'on comprime à 200 bars pour mettre dans les véhicules avec des réservoirs qui acceptent cette pression de 200 bars. Et les points GNL, c'est de la livraison du gaz sous forme liquide, donc dans des réservoirs qui sont un peu comme des bouteilles thermos en fait, qui permettent de maintenir le gaz assez froid pour rester liquide. Voilà. Et on voit qu'il y a une progression très forte. En 2020, donc on avait 173 points d'avitaillement, et en fin 2021, nous aurons, et ça on en est certain parce que les projets sont déjà identifiés, 273. Donc une augmentation extrêmement forte du nombre de points d'avitaillement. Et puis complètement à droite, il y a le troisième point qu'on doit regarder quand on parle d'un carburant alternatif, c'est le caractère renouvelable de ce carburant. Donc pour nous, c'est le biométhane. Et on voit que le taux d'incorporation du biométhane dans le GNV, en moyenne, augmente chaque année depuis 2018. Et notre ambition est qu'il soit de 40% en 2030. Et puis en bas, donc la dernière ligne horizontale, c'est en fait les objectifs de la France, donc de la PPE, qui est la stratégie française pour l'énergie et le climat, et qui dit qu'en 2028, l'objectif est de 54 000 camions, donc marchandises plus bennes ordures ménagères, et de 7 500 bus et autocars, et de 110 000 véhicules utilitaires légers. Voilà, donc on a encore du travail, parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui sur les poids lourds, on est fin 2020 à 11 500 poids lourds, et en utilitaire et en véhicule léger, on est à 12 700 poids lourds, 700 véhicules, pardon. Donc on a encore, d'ici 2028, beaucoup de travail. Sur 2030, donc, on a vu les objectifs de la France en 2030 sur cette filière.
On a un certain nombre de leviers pour y arriver. D'abord, c'est le développement rapide de notre filière industrielle. Je l'ai montré tout à l'heure avec le développement du nombre d'adhérents. On constate également que les transporteurs, les collectivités locales, les agriculteurs créent eux-mêmes leurs propres stations-service, ce qui est complètement nouveau par rapport au modèle économique du carburant classique. Nous avons le classement des poids lourds GNV qui est considéré comme véhicule faible émission pour rentrer dans les villes. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, l'empreinte carbone des véhicules bio-GNV en ACV est très bonne, du même ordre de grandeur, voire un peu mieux qu'en électrique, avec de l'électricité produite en France, donc déjà très faiblement carbonée. Et puis, on assiste à une convergence très forte entre les filières biométhane, enfin biogaz, production de biométhane, et les filières GNV, au service de dynamique territoriale, où on voit aujourd'hui des collectivités locales qui s'associent avec des agriculteurs et qui créent des unités de méthanisation auxquelles ils associent des stations-service de distribution de bio-GNV. Voilà, Martial, j'ai terminé. Je reprends ça. Merci Gilles. Donc, il y a des questions qui ont été posées, mais la réponse va se trouver avec Olivier, donc je ne les passe pas maintenant. Je vais, je pense, passer tout de suite la main à Olivier parce que bon, il y a plus, la plupart, enfin beaucoup de questions on va trouver leurs réponses avec Olivier. Donc, Olivier, c'est à toi. Tu prends la main quand tu veux. D'accord. Je vais partager mon écran, j'espère. Dites-moi quand vous le voyez. Ça y est. C'est bon. Donc là, je l'ai mis en… Tu n'es pas en… Voilà. Voilà, là, il est en plein écran. Non. Donc, voilà, ça y est, c'est bon. Ça doit arriver, quoi. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. Hein. C'est un plaisir de venir ce soir pour présenter les travaux que le CRMT réalise. Hein, donc, sur le rétrofit de véhicules commerciaux, de véhicules industriels lourds. Donc, voilà, on va discuter d'autocars, de tracteurs, soit au biométhane, au gaz naturel, à l'hydrogène, mais aussi de véhicules un peu plus lourds, hein, comme par exemple une pelleteuse. Alors, cet engin, nous ne travaillons pas encore dessus, mais ça devrait bientôt arriver. Hein, c'est une pelleteuse de 25 tonnes. J'en ai parlé hier avec un intervenant qui après a été voir le Grand Lyon. Et puis demain, c'est le cas d'une trancheuse. Hein, c'est des engins qui consomment quand même pas mal d'énergie. Il y a aussi une balayeuse sur l'écran et un taxi de Londres. Voilà, j'ai utilisé ces exemples pour vous présenter nos travaux. Donc, le centre de recherche, c'est une PME hein, qui est dédiée au carburant alternatif. C'est un acronyme qui veut dire Centre de recherche en machine thermique. Nous sommes situés à Lyon, hein, à quelques kilomètres de l'école centrale de Lyon. Hein, c'est l'origine du centre qui a été créé en 1977, donc il y a 43 ans aujourd'hui, ou 44. Hein. Donc, c'était bon, à l'époque vraiment très orienté vers Renault véhicules industriels. Hein, il y a la grosse usine sur Lyon de moteurs pour les véhicules commerciaux, mais qui travaillait aussi pour Peugeot, pour Renault, beaucoup sur le diesel, une grande spécialité était la visualisation de la combustion, hein, avec de l'optique rapide. Donc, de la recherche et développement sur le diesel jusqu'aux années 2000. À partir des années 2000, le centre, qui est une PME, hein, a été repris par un Italien, M. Artioli, hein, un entrepreneur italien qui avait relancé la marque Bugatti, qui avait aussi participé fortement à des développements avec Lotus, avec la Lotus Elise. Et M. Artioli a décidé d'investir dans le carburant alternatif. Donc, nous avons une station et des bancs d'essai dédiés au carburant gaz depuis 2000 pour continuer nos développements. Donc, le domaine du CRMT, c'est la motorisation, c'est les groupes motopropulseurs, c'est les packs de puissance, les power packs, hein, les véhicules, leurs composants.
Donc, on travaille sur différentes activités en ingénierie, en service et puis en expertise. Avec, dans cette catégorie, j'ai mis aussi la production de petites séries. Nous aimons bien avoir cette capacité, en rétrofit, c'est important, de reproduire le système rapidement. Alors, on réalise aussi de la formation. Donc, pour un rétrofit, toutes ces activités sont nécessaires. Oui, Olivier, Oui, pardon. je n'ai plus de son, je ne sais pas si c'est normal. Est-ce que les autres t'entendent? Il y a eu une panne de son, oui. Ouais. Il y a eu une panne sur 15-20 secondes, 15 secondes. Ouais. Ah, pardon, moi je vous entends. Donc, je reviens en arrière. Oui, c'est le réseau de temps en temps. Dites-moi, dites-moi quand vous m'entendez plus. Oui, c'est ce que je vais faire. Ça va pas être. Bon. J'habite dans Lyon, avec la fibre, normalement, c'est assez robuste. Donc voilà, bon, j'avais présenté les activités du CRMT, d'ingénierie, de service, d'expertise, avec des activités de test. Je vais les présenter un peu plus en détail. Et je disais que toutes ces activités, elles étaient nécessaires pour le rétrofit. Et pour développer ces rétrofits, on procédait par, suivant le cycle en V, définir, concevoir, étudier, réaliser, assister, avec cette capacité en interne à mener toutes ces différentes étapes. Donc voilà. Donc notre capacité à faire du rétrofit, elle s'appuie sur une expertise technique. Par exemple, démontrer ici sur un démonstrateur automobile un record de vitesse au gaz naturel avec une Bugatti EB110. C'est aussi démontré par des capacités à faire de la mesure en exploitation. Par exemple, le projet Équilibre qui a été introduit par Gilles Durand avant, le CRMT a réalisé des équipements de mesure pour ces véhicules, ou bien de la rénovation technique avec des autocars, sur des autocars, des autobus, qui nous a permis vraiment un travail très proche des exploitants, très proche des équipes de maintenance, bien comprendre les points forts, les points faibles de différents véhicules. Donc toute cette connaissance, on le met à disposition du rétrofit. Donc, un dernier slide, CRMT. Donc, le CRMT est situé à Dardilly. C'est un centre où on a un département engineering, où on fait du calcul, de la mécanique, de la conception. On a ensuite un endroit où on peut faire du montage, un atelier système, des sous-systèmes, on peut les assembler, avant d'aller en essai. Il y a 5 cellules d'essai, je reviendrai dessus plus tard. Et puis un atelier véhicule où on peut monter des prototypes, faire des adaptations pour la mesure, faire des petites productions. Donc tout ça va être en ce moment en train d'être agrandi, développé et transformé pour l'hydrogène, pour le rétrofit de véhicules. Et puis, il y a une zone carburant pour remplir. Ça, c'est important, avoir toutes ces compétences, toutes ces facilités pour pouvoir développer rapidement, sur mesure, des solutions. Donc, le rétrofit, pour nous, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire pour répondre à différents enjeux de développement durable. C'est allonger la durée d'usage d'un véhicule. Par exemple, j'ai pris l'exemple, un rétrofit que nous avons mené pour des taxis de Londres. C'était en 2004 déjà. Le maire de Londres avait demandé une imposition d'avoir des véhicules au moins Euro 3, alors qu'il y avait 16 000 véhicules avant Euro 2 qui étaient en fonctionnement.
le CRMT a pris la tâche de convertir ce véhicule au gaz naturel. Donc, c'est des véhicules qui sont assez robustes, hein, qui ont une grosse carrosserie, un petit moteur quelque part, qui durent longtemps. Donc, c'est allonger la durée d'usage, réutiliser hein, plutôt que jeter. Bien sûr, ensuite, ça va permettre de limiter la consommation de ressources, de réduire les émissions de polluants et de viabiliser les projets de transport. On parle beaucoup en ce moment de zones à faible émission dans la mobilité. Hein, par exemple, il y a 2 jours, le groupe écologiste à Lyon qui mène maintenant la présidence de la métropole a annoncé l'arrêt progressif des véhicules diesel, donc un renforcement de la législation à l'intérieur de la zone à faible émission. Voilà, donc il faut trouver des solutions. Hein, et pour nous, c'est important parce qu'il y a des véhicules qui sont, on va dire, construits de façon assez standard, mais qui restent tout à fait viables mécaniquement. En revanche, ils ne rentrent plus dans les critères des zones à faible émission. Ils ne peuvent plus faire leurs travaux, hein, plus être utilisés. Donc, c'est une possibilité qu'on développe au CRMT de les convertir au bio-GNV. Par exemple, un bon exemple est le cas du transport scolaire. Alors, je voulais reprendre quelques éléments pour rentrer dans le détail de ces travaux. Donc, j'avais listé quelques éléments qu'on a classiquement, hein, qu'on se pose classiquement. On les a appelés cahier des charges, on pourrait dire, pour le rétrofit. Quelle est l'autonomie du véhicule, hein, sans pénaliser la charge utile, hein, c'est toujours la problématique. Hein, ces gros véhicules, on veut de l'autonomie, on veut de la charge utile. Si on met une batterie pour l'énergie nécessaire, on pénalise souvent fortement la charge. Ensuite, se posent des questions de performance du moteur, de sélection du moteur ou sa transformation, hein, ou d'un convertisseur d'énergie si on élargit la problématique à l'hydrogène, à la pile à combustible. Donc ensuite, l'objectif de réduction des émissions de polluants, et puis sans oublier le bruit. Hein, on parle beaucoup des émissions de polluants, mais le GNV a aussi une combustion intéressante au niveau de la réduction solaire des véhicules. Donc, je reviendrai après sur la sélection du moteur, les problèmes de réglementation, et puis quelques exemples de composants, de modifications de la machine. Alors, je voulais aussi commencer à présenter un des problèmes qu'on a souvent. Ces machines, elles sont assez spécifiques et on ne peut pas les casser, hein, on va dire, pour mettre un moteur qui aurait des dimensions différentes, un groupe de puissance qui aurait une géométrie un peu particulière. Donc, c'est une contrainte assez forte. Il y a aussi des contraintes d'interface, hein, des véhicules de génération assez différente. Donc, il va falloir être capable de s'interfacer avec l'électronique du véhicule sans être obligé de tout refaire, de tout jeter. Hein, on veut quand même réutiliser un maximum des composants. Et puis surtout, il y a toute une chaîne. Hein, si on commence à vouloir tout changer dans un véhicule, la boîte de vitesse, le système de direction, le système de freinage, on risque d'arriver à un rétrofit qui soit plus viable économiquement. Hein, puis il y a des problématiques, on a quand même un moteur thermique ou des convertisseurs de puissance, donc il y a des problèmes de refroidissement. Et il ne faut pas négliger la sécurité. Bon. Voilà. Sans oublier la capacité à pouvoir réapprovisionner le véhicule. Donc, par rapport au stockage, hein, qui est une problématique, on pourrait dire première, hein, qui pose de multiples problèmes.
Donc, Gilles Durand a présenté les deux possibilités, soit de travailler avec du gaz sous pression, hein, la pression du gaz naturel est de 200 bars. Hein. Par exemple, là, on a pris un cas, hein, une hypothèse de base, hein, un réservoir diesel de 600 litres, c'est déjà un gros réservoir pour un gros véhicule. Si on veut le remplacer par une capacité en gaz comprimé, eh ben, il faut au moins mettre 4000 litres, hein, pour avoir une masse en énergie équivalente. Hein, si on prend par exemple des bouteilles de 250 litres, ben, ça en fait 16. Ça fait un certain volume. Hein, la charge est encore acceptable. La masse qui remplace le réservoir diesel, c'est possible, mais c'est surtout un problème de place. Alors, il y a une possibilité qui est intéressante, hein, qui s'est développée à partir des années 2012-2013. Hein, c'est surtout l'arrivée de la norme Euro 6, le besoin d'avoir des transports assez longs, des moteurs qui ont aussi grossi pour tirer des charges de plus en plus importantes. Voilà, donc la possibilité de stocker le gaz sous forme liquide et aussi l'approvisionnement de gaz liquide en France, hein, en Europe. Hein, c'est quelque chose qui est monté fortement et qui est devenu aussi disponible à la distribution, hein, pas simplement réservé à la transmission sur le réseau. Donc, si on passe en gaz liquide, ben, de notre 4000 litres de gaz comprimé, ben, on passe à 1200 litres. Alors ça, c'est vraiment très intéressant sur des poids lourds qui font des longues distances. Ce n'est pas forcément nécessaire sur tous les véhicules, hein, sur le transport régional, sur des véhicules qui ont des missions on va dire de 300 km, ça ne sert pas nécessairement. Sur les bus urbains, il n'y a pas besoin, hein, de faire ça. Alors, je voulais donner un éclairage particulier, de reprendre le cas de notre taxi anglais. Hein, sur notre taxi anglais, il est représenté sur la gauche le coffre. Hein, le coffre d'un taxi anglais n'est pas vraiment utilisé. Hein, on utilise plutôt le compartiment à la gauche du chauffeur. Donc, on avait une faible place. On arrivait à mettre un réservoir de 100 litres. Ça nous faisait à peu près 14 kg de gaz en stockant à 200 bars utilisables. Avec le moteur converti, on arrivait à avoir à 130 km d'autonomie, alors qu'on recherchait à avoir plutôt 300, hein, pour une journée. Et puis, il n'y avait pas vraiment de station. Hein. Londres peut être assez congestionné. Il y a une station publique à Merton, hein, au sud de Londres, ce n'était pas très pratique. Alors, ce qu'on a regardé avec un partenaire, hein, le Chive, qui a développé un réseau de stations. Hein. Déjà, les Anglais avaient développé tout un système de rétrofit de camions pour le GNL. Et cette société avait développé des corridors, hein, en Angleterre, sur la M1, sur la M6, autour des autoroutes anglaises. Donc, on a travaillé sur l'intégration d'un réservoir GNL et toutes ces problématiques à l'intérieur de ce véhicule. Et on a pu fortement augmenter l'autonomie du véhicule, hein, correspondant à la densité, à l'augmentation de densité du carburant. Bon, ce véhicule n'a pas été produit en série. C'était fortement un démonstrateur, mais il a permis d'importantes réflexions. Hein. Il a été fait en 2007, ce qui a nourri aussi plein de développements au niveau des stations GNL. Alors, je voulais prendre un autre cas, hein, qui est en vente aujourd'hui, qui a été développé par le CRMT pour un industriel. C'est une balayeuse.
Alors c'est un véhicule à vide, il fait à peu près 6 tonnes, hein, et quand il est chargé avec l'eau, avec les déchets, il peut monter presque jusqu'à 12 tonnes. C'est un véhicule de la catégorie des engins mobiles non routiers, hein, il ne dépasse pas 25 km/h. C'est un véhicule dont le moteur entraîne une transmission hydraulique, équipé d'un moteur diesel Euro 6 aujourd'hui, qui peut développer 120 kW à 3000 tours par minute. Ce véhicule, c'est un véhicule très compact, hein, qui intègre de nombreux organes mécaniques, hein, une transmission hydraulique, des turbines d'aspiration, de multiples pompes, et puis bien sûr le moteur pour faire actionner les balais. Donc c'est un véhicule, sur la droite on voit la benne qui est levée, le véhicule est construit autour du moteur, hein, on avait un problème fortement, une contrainte forte. J'ai une slide qui a disparu, je voulais vous montrer l'intégration du moteur dans son châssis. Aujourd'hui, on avait une contrainte très, très forte et on n'a pas trouvé, hein, en tant qu'intégrateur, dans un premier temps, on n'a pas trouvé de moteur disponible sur le marché. Donc, on a pris le parti de reconnaissance, hein, pour ça. L'industriel nous a fait confiance et on a pris le parti de faire la conversion du moteur existant pour l'amener à une combustion gaz naturel avec toutes les particularités qui étaient nécessaires à ce travail-là. Donc, le détail du stockage gaz. Et, voilà, on a en bas à gauche le réservoir diesel d'origine qui fait 110 litres. Ce réservoir, il est localisé juste derrière la cabine. Nous l'avons remplacé par un stockage de 600 litres de réservoir gaz naturel à 200 bars. On aurait, ici, il est représenté une sélection de réservoirs en acier. C'est ce qui est le plus économique. C'est important quand même de garder quelque chose d'économique. Un réservoir de ce type, en petite série, c'est environ 600 €. On peut après utiliser des réservoirs plus légers qui sont utilisés par exemple sur les autobus en carbone, hein, ce qu'on va retrouver aussi sur des pressions plus importantes pour l'hydrogène. Donc là, on va presque tripler le prix du réservoir. Donc, le stockage gaz reste un composant en série important dans le coût d'une transformation. Ensuite, nous avons développé toute la distribution du gaz vers le moteur, hein, avec une détente, un système aussi de réchauffage. Hein. On aime bien mettre ça en place. C'est un gage pour nous de fiabilité. Le gaz détendu devient très froid. Hein, donc, s'il y a des démarrages assez rapides avant que toute la cabine chauffe, c'est un peu problématique pour le système d'injection sur le moteur. Donc, on utilise un réchauffeur et puis tout un système de gestion de la température. On utilise cette ingénierie, tous ces systèmes sont développés en fonction d'un règlement. Hein, c'est le règlement 110 qui définit aussi le niveau de sécurité. Chaque bonbonne, chaque réservoir est équipé d'une vanne de distribution. On l'appelle polyvanne parce qu'elle a plusieurs fonctions. Hein, elle est commandée électriquement à distance. Elle peut être aussi pilotée, fermée manuellement. Et elle comporte aussi des éléments de sécurité. Alors, les véhicules, le gaz naturel n'est pas à l'origine d'incendie vraiment, hein, des véhicules. Un véhicule, c'est un système, il peut prendre feu. C'est quelque chose qui arrive malheureusement sur les autobus. Hein. J'ai été pris quand on a préparé
le webinaire avec Martial, ben, moi j'ai été pris dans un bouchon. Il y a 15 jours, un autobus de 18 mètres a brûlé sur le périphérique de Lyon, hein, bloquant le périphérique pendant plusieurs heures. Voilà, donc ces réservoirs, ben, c'est des réservoirs sous pression, ils peuvent chauffer. Donc pour ça, ben, il y a des soupapes de sécurité, des soupapes thermiques qui vont se déchaîner à 110 degrés. Et il faut au moins avoir une soupape, la soupape thermique. Souvent, ce qu'on rencontre, c'est une redondance avec un clapet de rupture à 260 bars. Voilà, donc, c'est des éléments assez sûrs. C'est des éléments qui sont maintenant utilisés de façon classique, avec une bonne pratique dans la jonction de tous les composants, avec des méthodologies d'inspection. On appelle contrôle CID, contrôle inspection détaillée, qui doit être réalisé tous les 2 ans. Ah, voilà, je ne me souvenais plus où était ce slide-là, je l'ai retrouvé. Donc, c'était pour présenter la problématique d'intégration mécanique. Donc, au centre, on retrouve le châssis de la balayeuse. C'est un châssis qui a été réalisé sur mesure, hein, dans lequel on intègre le moteur. Donc, ici, il est en configuration diesel. C'est un moteur italien, hein, VM Motori, qui fait 6 cylindres. Hein, c'est un petit 6 cylindres, hein, de 4,5 litres. Pourquoi? C'est parce qu'il existe aussi en 4 cylindres. Hein, il peut être décliné comme ça de 4 ou 6 cylindres. Il entraîne une transmission hydrostatique et le tout est localisé dans la base mécanique du moteur. Donc, ben, ce moteur-là, on a pris le parti de le convertir au gaz. Alors, pour convertir, c'est un moteur diesel au gaz naturel. Aujourd'hui, hein, à ma connaissance, il existe 4 solutions. Hein, on peut le transformer pour un fonctionnement en allumage commandé, hein, avec l'injection du gaz dans le collecteur. Hein, c'est un moteur dédié gaz naturel, hein, suivant le cycle Otto. On peut aussi faire une transformation dite dual fuel, on l'a appelée conventionnelle. Je reviendrai après sur des détails de cette conversion je présenterai quelques éléments sur le tracteur. Hein, on réalise un pré-mélange de l'air avec le gaz et on a une flamme pilote diesel qui allume le pré-mélange. On peut aussi faire des configurations dual fuel un peu plus complexes, où le diesel est utilisé simplement en allumage. Le moteur ne peut pas fonctionner en mode diesel, alors que dans le dual fuel conventionnel, le moteur peut fonctionner en mode diesel. On a aussi la possibilité de faire de l'allumage commandé à injection directe. Alors, classiquement, dans les cas de rétrofit, on est dans les 2 possibilités. Hein. Alors, si on prend la première, c'est ce que nous avons choisi pour la balayeuse. Cette conversion, cette combustion, on peut la développer soit pour un mélange dit stoichiométrique, hein, donc, ou si on le traduit sous forme de lambda, ça va être lambda 1. Ça veut dire on met exactement la quantité d'air nécessaire pour brûler la quantité de gaz à consommer. On n'a pas d'excès d'oxygène dans l'échappement. Ou bien, on peut aussi, grâce aux caractéristiques du gaz, fonctionner en mélange pauvre. C'est ce qui a été fait jusqu'à l'Euro 4 à peu près. Hein. J'ai mis ce repère. Hein, c'était la limite de l'Euro 4, c'est 3,5 grammes de NOx par kilowattheure. C'est intéressant parce que dans cette configuration, la réduction des NOx est maîtrisée par la combustion. C'est la dilution, l'excès d'air qui permet d'abaisser la température dans le moteur
et qui permet de limiter la production de NOx. On peut après aller plus vers la droite, fonctionner à des mélanges encore plus pauvres, mais dans ces cas-là, il faut des allumeurs un peu spécifiques, ça se retrouve sur les gros moteurs. Alors, c'est intéressant d'aller vers les mélanges pauvres, parce que ça permet de s'échapper de la zone de piquetis. En revanche, on se rapproche de la zone de raté d'allumage, et les moteurs, plus on va vers la droite, plus c'est des moteurs qui vont émettre des gaz imbrûlés, dans ces cas-là du CH4. On cherche à éviter ça. Le CH4, c'est aussi un gaz à fort effet, à fort pouvoir vis-à-vis de l'effet de serre. Voilà. Donc aujourd'hui, classiquement, on s'oriente plutôt vers des moteurs pour l'Euro 5, l'Euro 6 qui marchent en stoichiométrique. Ça permet de façon assez favorable d'utiliser aussi un catalyseur 3 voies qui est vraiment très efficace pour réduire les oxydes d'azote, le CO et les HC. Je reviens rapidement après par rapport à ça. Donc, une des problématiques, c'est aussi la problématique thermique. On voit ici, quelque part, cette problématique elle peut être associée au PITI, la limite d'auto-inflammation. Donc, c'est des problématiques qu'on va rencontrer quand la puissance du moteur va augmenter. Alors là, je l'ai caractérisé sous la forme de la PME, la pression moyenne effective, la capacité du moteur à fournir un couple dans un volume donné. Donc, ce que nous faisons au CRMT, c'est l'objectif vraiment de développer des solutions sur mesure. Donc, par exemple, sur la balayeuse, on a un moteur qui est capable de développer jusqu'à 120 kW à 3000 tours. En revanche, cette zone n'est pas du tout utilisée. Donc, on a observé, on a fait des mesures, et ça c'est important dans les rétrofits, on a observé le fonctionnement, le comportement du moteur avant transformation. On a vu qu'il était utilisé dans une plage assez limitée. Donc, on a pu se concentrer sur cette plage. C'est intéressant pour nous parce que ça permet aussi de limiter la thermique du moteur, de trouver des solutions simples, par exemple, de ne pas utiliser le GR. Donc, dans ce cas-là, on n'avait pas besoin de GR. Alors, le GR, sur les moteurs à diesel, est classiquement utilisé pour réduire les oxydes d'azote à la sortie de la chambre de combustion. Sur le moteur à gaz, on va avoir le même effet, mais on l'utilise aussi comme dilution. Ça permet de réduire, de diluer un petit peu la combustion sans ajouter d'oxygène comme la dilution par mélange pauvre, par l'air, et de pouvoir toujours utiliser un catalyseur 3 voies. Donc, pour faire ces transformations, il va falloir quand même faire des modifications du moteur. Il va falloir modifier le rapport volumétrique. Donc, par exemple, sur la balayeuse, on avait un moteur diesel classique, un rapport volumétrique autour de 16-17. Il a fallu réduire ce rapport volumétrique de plusieurs points, trouver les meilleures astuces pour le faire en réutilisant le matériel. Donc, supprimer tous les composants diesel et puis d'installer un système d'allumage, un système d'injection du gaz, un système de gestion de la boucle d'air, et puis remplacer le calculateur moteur par un calculateur dédié capable de piloter tous ces actionneurs et aussi d'interpréter correctement les capteurs associés à la combustion du gaz, par exemple les sondes lambda, qui sont, elles, très importantes pour respecter le mélange stoichiométrique nécessaire au bon fonctionnement du catalyseur 3 voies, 3 voies pour réduire le CO, les HC et les NOx. Olivier, Donc,
Olivier, s'il te plaît, tu peux accélérer un petit peu parce que donc, je voudrais garder une partie question-réponse. Oui, bah alors j'accélère. Je vois que j'avais pas vu aussi, je vois que la lumière tombe un petit peu ici. Alors je vais essayer d'aller vite. C'est vrai que j'avais pas mal de slides. Donc, alors ils pourront être revus après. Pour qualifier les rétrofits, au CRMT, on a développé plusieurs appareils de mesure, ou plutôt méthodologie de mesure. Par exemple, l'utilisation d'équipements portables, des PEMS, qui sont utilisés aujourd'hui pour qualifier les moteurs sur la route en RDE. Donc ça, on a la capacité de les utiliser sur différents véhicules. Donc dans le cas de la balayeuse, on n'a pas toujours aujourd'hui de standard défini. Donc avec l'industriel, on a défini un parcours type de fonctionnement d'une balayeuse qui peut servir de base pour l'homologation et qui nous a permis de caractériser notre transformation et de voir sur un fonctionnement qu'on arrivait à des niveaux de NOx inférieurs à 0,1 g par kilowattheure, alors que la norme en considération, par exemple la norme de Euro 6, impose une limite à 0,46 g par kilowattheure. Bon. Il faut aussi être capable de maintenir cette réduction des polluants dans le temps. Donc, une connaissance approfondie et un travail avec les fournisseurs de catalyseurs. Alors, on a aussi aujourd'hui une problématique. Il existe des textes de loi pour faire du rétrofit, mais sans changement de carburant. On peut améliorer la réduction des émissions d'un véhicule diesel. On peut lui ajouter du gaz, par exemple du dual fuel, mais il n'y a pas de texte qui permette de passer un véhicule 100% au gaz naturel. Donc, c'est des travaux qu'on regarde en ce moment avec l'UTAC, avec le CNRV, le Centre national de réception des véhicules, pour trouver des parades à ça. On pourrait dire qu'il y a une petite distorsion par rapport aux véhicules électriques, au rétrofit électrique, qui est possible maintenant sans demander l'autorisation du constructeur depuis le 13 mars 2020. Donc, je ne reviendrai pas sur ce point. Gilles en a parlé, parce qu'il faut quand même voir une perspective pour tout ce qui est rétrofit GNV. Pour nous, c'est le bio-GNV. Ici, je voulais faire simplement un focus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et montrer que aujourd'hui, à la fin de 2020, la production de biométhane correspond à 150 gigawattheures par an. En 2023, elle devrait être de 1900 TWh par an. Donc, ça représente un certain nombre de véhicules commerciaux. Le bio-GNV est maintenant quelque chose de vraiment qui a vraiment ses lettres en tant que carburant. Si on regarde les autobus, les cars, on voit apparaître la mention bio-GNV. Bien sûr, le bio-GNV, on va aller se connecter au réseau gaz naturel. Donc, il faut un critère de pourcentage de biométhane à l'intérieur de ce gaz qu'on va acheter. Aujourd'hui, c'est 20% pour pouvoir prétendre au label bio-GNV, et à l'horizon 5, ça sera 30%, ce qui correspond à la possibilité présentée à l'évolution de production de biométhane présentée par Gilles Durand. Donc, un autre travail qui est en cours au CRMT, c'est de travailler sur des tracteurs. C'est intéressant que les agriculteurs produisent du biométhane, mais ils peuvent aussi vouloir avoir des véhicules, utiliser le carburant qu'ils produisent. Donc, soutenu par l'Europe, il y a encore des fonds alloués par l'Europe sur le développement de véhicules au gaz naturel, ici au biométhane. Donc, depuis octobre 2020, nous travaillons sur un tracteur qui fait 64 kW.
Donc, ce travail est en cours. Ce tracteur rejoindra ensuite son exploitation, qui est une ferme d'un centre technique en Allemagne, et sur lequel nous observerons les émissions. Donc, ce travail intéresse fortement, et notamment dérivé pour des engins télescopiques. Donc, le tracteur pourrait être un cas d'application pour le dual fuel, donc le dual fuel de type conventionnel, qui est lui, qui a des limites, hein, qui est de 2 grammes par kilowattheure. Hein, j'ai mis à peu près ça, j'ai mis cette limite qui correspond à l'Euro 5. Ce fonctionnement est possible. Il va permettre toujours de fonctionner en 100% diesel. En revanche, il ne va pas pouvoir permettre de fonctionner avec 100% gaz. Hein. On reste dans des limites de 50 à 60%. Alors, pour nous, le rétrofit, la perspective du rétrofit, c'est aussi l'hydrogène, et on est en train de s'adapter à ce carburant. J'avais remis ici les caractéristiques du carburant. C'est important de regarder ces caractéristiques pour développer des moteurs. Ce qu'on peut voir, c'est que l'hydrogène ne comporte pas de carbone, hein, donc ces émissions vont être sans carbone, sans CO2. C'est quand même intéressant. À Lyon, on a la chance d'avoir un réseau qui se développe fortement, hein, un projet Zero Emission Valley. Hein, c'est donc avec 3 gigas producteurs d'H2 et électrolyseurs, et avec une distribution vers des stations satellites. On pourrait se dire, tiens, cette distribution pourrait se faire avec des camions rétrofités pour l'hydrogène, avec des moteurs à hydrogène. Donc, tous ces travaux, on s'adapte en ce moment à cet hydrogène. Nous sommes en train de moderniser nos installations d'essai. Nous sommes aussi en train d'acquérir des compétences supplémentaires, et notamment nous faisons ce travail grâce à une association avec l'industriel Auriban. Donc, le centre d'essai, en ce moment, j'aurais bien aimé mettre une photo, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est un peu… voilà, on est en plein dans les travaux. On est en train d'adapter un banc d'essai pour la combustion dans les moteurs hydrogène, et puis aussi pour le test de système pile à combustible, hein, pas le cœur, mais le système complet, hein, le balance of plant. Donc, on travaille sur les concepts de sécurité, sur deux mesures à l'échappement, d'analyses diverses de l'hydrogène, des émissions, hein, des émissions ultra-low NOx. Voilà. Donc, rapidement, pour finir, je voulais échanger avec vous quelques éléments de réflexion sur le rétrofit. Alors, le rétrofit, souvent, il s'adresse à des petits volumes de véhicules, donc à une grande diversité. Donc, moi, je vois le besoin de qualifier des composants plus que des moteurs, hein. Et puis après, de développer des solutions de vérification du bon fonctionnement qui soient basées sur des mesures en exploitation réelle. Aujourd'hui, c'est vraiment la tendance. C'est dommage de ne pas l'utiliser et d'être toujours obligé de suivre un développement classique qui s'adresse à des véhicules neufs, à des moteurs neufs, avec souvent des visées avec des forts volumes. Donc, c'est peu applicable pour le rétrofit. Hein. Le rétrofit, le coût de développement reste toujours significatif, surtout dans les premières années, ce qui est moins le cas d'un véhicule grande série. Donc, pour finir, je voulais faire un focus sur le projet École Car. C'est un projet qui est à destination des autocars. Hein. Aujourd'hui, les autocars, il y en a à peu près 69 000 en France. Il y en a 14 000 qui sont de la norme Euro 5.
c'est principalement des véhicules diesel. Donc, nous avons au CRMT conçu une solution pour les adapter pour le GNV, pour le bio-GNV et pour le transport scolaire. Alors, on espère avoir du succès avec cette solution, on peut l'espérer. Hein. Il y a 14 000 autocars candidats pour École Car. Aujourd'hui, il avait été présenté des chiffres sur les bus, les cars. En février 2020, il y a 3808 bus et cars qui fonctionnent en France. Aujourd'hui, 13% sont équipés avec des équipements du CRMT. Donc, on peut prévoir quand même un bon nombre d'autocars à rétrofiter dans le projet École Car. Donc, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Alors, ces quelques véhicules, hein, j'ai basé ma présentation sur ces quelques véhicules. Je vous ai parlé de plus gros véhicules en travaux. Voilà, donc je ne peux pas les citer tous, mais il y a une multitude de projets en développement. Voilà. Merci. Merci Olivier. Donc il y a des questions qui sont, je ne sais pas si je les pose tout de suite, donc gain d'un CO2 d'un véhicule rétrofité. Tu es parti Olivier? Non, je suis allé allumer la lumière. Donc, je n'ai pas pris le temps de me… Oui, donc il y a le principe technique pour passer du diesel au GNV. Bon, tu en as parlé, les quatre solutions. Laquelle dedans serait le plus d'avenir dans les quatre solutions que tu as présentées? La plus d'avenir. Alors, par exemple, si on va faire référence au rendement, aujourd'hui, c'est un point qui est important. Alors, on pourrait se dire, tiens, je voudrais développer un super moteur à gaz avec le meilleur rendement possible. Ce n'est pas toujours possible pour des questions d'implantation dans la machine. Aujourd'hui, les rendements des moteurs à gaz, à pleine charge, c'est plutôt dans le moteur routier, entre 36 et 40%. On connaît les techniques pour dépasser le 40%. Il faut y aller. Un moteur diesel, aujourd'hui, c'est plutôt dans les 42, 43%. Donc, moi je pense aujourd'hui, pour réduire le plus possible le CO2, c'est d'utiliser la technologie qui permet d'utiliser un maximum de gaz, 100% de gaz naturel. Donc, ça va être plutôt une technologie à allumage commandé. Et c'est ce qui va permettre d'utiliser un maximum de biométhane. Okay. Ensuite, voilà, on peut aussi trouver d'autres solutions. Moi, j'ai rien à dire contre le dual fuel conventionnel. Il peut être applicable dans certains cas, mais de façon temporaire. D'accord. Voilà. Moi, j'irais plutôt sur du 100% gaz et utiliser au maximum du biogène. Bon, on reviendra après le truc parce que l'heure tourne et j'ai peur que Vincent n'ait pas le temps de tout présenter. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Vincent Rousseau. Vincent, tu nous entends? Tu peux prendre la main? Oui, je suis toujours là. Bonjour à tous. Alors, attendez, je charge la présentation. J'ai combien de temps, Martial? Essaye de tenir, parce que normalement, ça va déjà être fini, mais bon, tu m'avais parlé de 10 minutes, un quart d'heure. Je vais faire plus court. Je vais faire plus court pour et dans les temps et compenser. Alors, bonsoir à tous. Mon objectif là, c'est de vous donner des informations sur les gaz renouvelables. Ça a été dit dans la présentation précédente là, avec l'ouverture notamment vers le bio-GNV, mais c'est une présentation un peu plus large pour vous sensibiliser sur la transformation là, que subissent les infrastructures gazières européennes et évidemment françaises, qui sont aujourd'hui 100% fossiles et voilà, maintenant le paradigme est planté. En 2050, il faut arriver à une neutralité carbone.
Donc la question, c'est comment on passe d'un 100% fossile à un 100% renouvelable. Et évidemment, on va adresser la question des usages, et notamment, vous verrez que l'usage mobilité sera l'usage prépondérant en 2050 devant l'industrie et notamment le résidentiel. Alors, quelques mots sur... Vous voyez mon écran là, c'est bon, ça marche? Je vais mettre en diaporama. Quelques mots sur GRTgaz. Donc GRTgaz, le gestionnaire des réseaux de transport en France. Donc très rapidement, on a 35 000 km de canalisation haute pression et du gaz qui vient principalement du gaz fossile, 70% qui arrive du nord-est. Du gaz qui vient voilà, de mer du Nord, de Russie un petit peu. Et la deuxième source d'approvisionnement principale, c'est du gaz qui arrive sous forme liquide, donc du gaz naturel liquéfié, du GNL, sur les 3 terminaux que sont Fos-sur-Mer, près de Marseille, Saint-Nazaire, près de Nantes, et le dernier terminal à Dunkerque, construit par EDF. Donc à peu près 20% de la consommation française qui arrive sous forme de GNL. GRTgaz, c'est donc un gestionnaire de réseau et ses 3 filiales. Une filiale LNG, donc les terminaux méthaniers de Fos et de Saint-Nazaire, le terminal de Dunkerque étant EDF. GRTgaz Deutschland, donc une filiale en Allemagne, sur un réseau qu'on appelle le Megal, et puis un centre de recherche qu'on appelle, je n'en dirai pas plus. Pour fixer et planter le décor. Donc là, vous avez sous les yeux la prospection, en tout cas la projection des consommations de gaz jusqu'à 2050 pour passer d'un 100% fossile à un 100% renouvelable. Donc on consomme en France, en 2020, on a consommé 470 TWh de gaz naturel. Et vous avez la répartition par secteur. Donc vous avez en violet l'industrie, en vert la production d'électricité, et puis dans les tons jaunes, toute la consommation, ce qu'on appelle le résidentiel et le tertiaire, donc c'est principalement sur le réseau de distribution, et c'est principalement du chauffage. Et vous voyez que la mobilité, aujourd'hui, on est à 4 TWh sous forme GNL et GNC, gaz naturel comprimé pour le gaz gazeux. Et c'est vraiment l'épaisseur du trait au sens figuré comme au sens propre. Et on voit que si on se projette à 2050, donc il y a 2 enseignements à cette projection. D'une part, c'est qu'on voit qu'il y a une tendance à la diminution des consommations. Donc en 2050, on attend un peu plus de 300 TWh de consommation de gaz. Et la deuxième enseignement, c'est qu'on voit que l'usage principal devient la mobilité avec environ 110 TWh devant l'industrie, devant la production d'électricité et devant le chauffage résidentiel. Voilà. Donc clairement, aujourd'hui, la mobilité fait partie du secteur, enfin c'est quasiment le principal secteur de conquête, on va dire, du gaz, notamment pour remplacer l'usage pétrole. Ça a été dit avec le rétrofit, qui est le thème de cette conférence. Donc tout ça, ce sont des chiffres qui sont raccord avec ce qu'on appelle la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui fixe les objectifs de décarbonation de l'économie française à horizon 2050. Et dans ces chiffres, et ce sera, je le dirai plus loin, on a du gaz au sens méthane, mais on a également l'hydrogène qui s'invite à la réflexion, et ce sera une partie de mon message de cette présentation. Voilà, accessoirement, pour tous les autres usages, on est clairement en logique, non pas de développement, de fidélisation des usages. Alors, comment on passe d'un 100% fossile à un 100% renouvelable? Donc, on a plusieurs cordes à notre arc. La principale, c'est le biométhane, qui a été évoqué. Quand on parle de bio-GNV, on parle principalement de biométhane, qui est une filière qui a été lancée. Alors, s'il fallait trouver une date, on va dire c'est 2011, avec la mise en place de tarifs de rachat, où là, on a des premières aides qui permettent à des producteurs de biométhane de construire des business plans et finalement d'avoir une rentabilité à leurs investissements. On a, alors les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, ils ont à peu près 6 mois, on a à peu près 130 exploitations agricoles, donc c'est principalement une valorisation au niveau agricole, notamment tout ce qui est effluent d'élevage et agriculture, et donc c'est principalement des agriculteurs aujourd'hui qui portent des projets de méthanisation.
Mais on a également de la valorisation des déchets ménagers, notamment tout ce qui est épuration, bout d'épuration, etc. Et des usages industriels qui valorisent, pareil, de la matière organique, souvent en coproduit de procédés industriels. Donc aujourd'hui, on comptabilise environ 170 sites, donc on doit être à peu près maintenant à 180, 6 mois plus tard, 180 sites d'injection de biométhane sur le réseau de gaz français, qui sont principalement plutôt sur le réseau de distribution basse pression et moins sur le réseau de pression comme GRT Gaz. Et on est à peu près à 3 TWh par an de capacité installée. Ce n'est pas tout à fait les volumes injectés, c'est la capacité. Mais voilà, quelque part, on est plutôt dans une phase de mise en service, donc il y a toujours un décalage entre les volumes produits et la capacité maximale des installations, mais voilà, les méthaniseurs sont faits pour produire à leur capacité, donc l'asymptote est à 3 TWh et on devrait l'atteindre. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, c'est quand même pas mal drivé par des aides de l'État, ce qui est le cas aussi pour l'éolien, c'est le cas pour le solaire. Toutes les ENR aujourd'hui ne sont pas rentables. On n'a pas encore atteint les effets d'échelle. Alors on commence à y arriver pour l'éolien, où on sort un coût du mégawatt électrique quand même qui a sacrément fondu depuis quelques années. Donc les aides sont de moins en moins indispensables pour trouver des rentabilités aux investissements. L'éolien aussi suit la tendance, mais la méthanisation qui a démarré plus tard, on n'a pas encore accroché, je dirais, les effets d'échelle qui conduit à produire du mégawattheure de biométhane à un coût proche de celui du fossile. Le coût à battre pour le gaz, on est à peu près à 20 € du mégawattheure. Aujourd'hui, sans aide, on sort un prix du biométhane entre 80 et 100 €. Donc ça vous donne un petit peu le hiatus là. On est à 4 fois le prix du fossile et on espère descendre à 60 € à horizon 2030. Ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de projets dans les cartons. Et notamment, si on fait la somme de tous les porteurs de projets qui frappent à nos portes, que ce soit réseau de distribution ou réseau de transport pour se raccorder, on arrive à 26 TWh. Tous ces projets ne se feront pas parce que évidemment, on a des aides qui sont ce qu'elles sont, et notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, a fixé à horizon 2023 6 TWh de biométhane et en 2030 retenez le chiffre de 20 TWh. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait déjà que tous les porteurs de projets ne trouveront pas les aides pour concrétiser leur projet. Il y a des réflexions qui sont en cours pour aller au-delà des aides qui sont aujourd'hui proposées et dispensées par l'État, qui permettraient d'arriver en 2030, non pas à 20 TWh, mais on pourrait peut-être arriver à 40 TWh. Voilà, donc tout ça, voilà, l'État a été en tout cas consciente et réceptive en tout cas à tous ces porteurs de projets, notamment dans le monde agricole, qui demandent à faire du biométhane et qui demandent à être aidés. Le biométhane, c'est un des leviers pour décarboner, mais il y en a d'autres. On va les passer en revue alors très rapidement parce que je voudrais peut-être faire un focus plus prononcé sur l'hydrogène. Retenez qu'on a 2 procédés pour fabriquer du méthane de synthèse, on va dire, en tout cas qui ne sont pas d'origine fossile. La pyrogasification, qui consiste à fabriquer du méthane, ou en tout cas un mélange de méthane et d'hydrogène à partir de déchets solides. Donc il s'agit de porter des déchets solides à très haute température, d'où le terme pyrogasification. Et on voit apparaître ce qu'on appelle les syngaz, un mélange de méthane, d'hydrogène, et il y a un peu d'oxyde de carbone et de dioxyde de carbone, mais après épuration, on arrive à trier tout ça, à récupérer le méthane et à le mettre dans les réseaux. Et l'hydrogène, soit vous le valorisez sur place, soit vous pouvez l'injecter dans les réseaux, on en parlera, ou vous pouvez le recombiner avec du CO2 pour fabriquer du méthane. On parle de méthanation et pas de méthanisation pour le réinjecter dans les réseaux. Dans le même ordre d'idée, on a ce qu'on appelle la gasification hydrothermale, qui sont aussi une filière qui est en plein développement actuellement, où là, ça consiste à valoriser la biomasse liquide et non plus solide, à la portée, alors c'est pas tellement les températures, c'est plutôt la pression cette fois-ci. Et là, pareil, on voit apparaître un mélange de gaz. Pareil, on retrouve du méthane, de l'hydrogène et du CO2. Et avec les mêmes procédés, après épuration, on récupère le méthane pour l'injecter et l'hydrogène peut être valorisé sur place ou injecté dans les réseaux tels quels ou recombiné avec du CO2 pour fabriquer du méthane.
ce que je voulais voir avec vous, c'est l'hydrogène, donc ma troisième partie de cette présentation, qui constitue aujourd'hui clairement comment dire, un débouché très intéressant pour les infrastructures notamment. Je l'ai dit, aujourd'hui, on a un réseau européen et enfin surtout un réseau français qui permet de transporter alors toute la consommation de gaz, 470 TWh, plus le transit. On transite pas mal de gaz, notamment pour du gaz qui arrive à la frontière allemande pour repartir vers l'Italie. Et notre réseau, il transite annuellement à peu près 650 TWh. Donc si en 2050, on n'a plus que 320 TWh, on voit bien qu'on pourrait assez rapidement se retrouver avec une infrastructure surcapacitaire. Et donc, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que l'on fait de tous ces tuyaux qui pourraient être de moins en moins utilisés pour la suite des opérations. Et c'est là que l'hydrogène intervient. Où là, je vous donne un petit peu la problématique. Hein. L'idée qui est en germe, c'est de convertir des canalisations de méthane en canalisation hydrogène, donc passer de gazodique à hydrogénoduc. Alors, l'hydrogène aujourd'hui en France, c'est quoi? Il y a aussi une application pour la mobilité, évidemment. L'hydrogène en France, c'est principalement de l'hydrogène qui est fabriqué pour les pétroliers, enfin en tout cas pour le raffinage, et pour la fabrication d'ammoniac, notamment pour les azotiers. Donc tout ça, ça fait à peu près un peu moins d'1 million de tonnes. Donc ça fait à peu près, s'il fallait se raccrocher au térawattheure, une vingtaine de térawattheures. Donc c'est quand même relativement marginal par rapport notamment au gaz. Un peu de vocabulaire sur l'hydrogène. On a beaucoup parlé par le passé d'hydrogène bleu, d'hydrogène gris. Donc là, il y a une nomenclature qui a été reprécisée au niveau européen. Donc là, en gros, il y a 3 familles d'hydrogène. Hein. Là, j'ai fait apparaître l'hydrogène renouvelable, fabriqué, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais principalement, c'est l'électrolyse de l'eau et l'électrolyseur alimenté avec de l'électricité renouvelable. On y met également le vaporeformage de biométhane, ça rentre dans la catégorie H2 renouvelable. Et on a ce qu'on appelle l'hydrogène bas carbone ou décarboné, où là on y trouve alors l'électrolyse avec de l'électricité bas carbone. Donc en France, de l'électrolyse avec de l'électricité nucléaire n'est pas renouvelable mais bas carbone. Mais on y trouve également le vaporeformage de gaz naturel avec capture de CO2. Ça, c'est une technologie là, qui est en train de monter pas mal actuellement. Je pense que vous en entendrez parler. Où là, l'empreinte carbone est plutôt bonne, mais effectivement, on n'est pas sur des technologies renouvelables. Voilà, donc toute une nomenclature qui se met en place pour poser l'écosystème hydrogène, dont le T égale 0, je dirais, est assez récent. C'est avec le France Relance là, qui a été lancé en septembre dernier, où là, l'État français a mis 2 milliards d'euros pour les 2 ans à venir, extensible à 7 à horizon 2028. Et évidemment, ça aiguise les appétits. Et il y a pas mal de projets qui sont en train de se monter sur l'industrie, mais aussi sur la mobilité par rapport à l'hydrogène. Je finirai juste par ça là, pour clore ce que j'ai annoncé sur comment on voit les infrastructures gazières dans le futur, où nous, la vision que l'on a, c'est que finalement, on a des infrastructures gazières qui vont faire cohabiter du transport et de la distribution de méthane, principalement sous forme de biométhane, même si ce sera complété avec de la pyrogasification et de la gasification hydrothermale, et qui va cohabiter avec un réseau qui, lui, transportera l'hydrogène. En 2050, vous voyez, enfin là, on a la vision européenne de ce qui transitera dans les réseaux de gaz aujourd'hui en 100% gaz naturel quasiment. On a quasiment plus d'hydrogène que de méthane renouvelable à horizon 2050. Et là, vous avez une vision de la façon dont le méthane renouvelable d'une part et l'hydrogène d'autre part iront adresser les 4 grands marchés que sont la mobilité, la production d'électricité, l'industrie et le chauffage. Et c'est assez raccord avec la slide du début que je vous ai montré où on voit que la mobilité, alors au niveau européen c'est moins vrai, mais la mobilité fait quasiment jeu égal avec l'industrie, un peu moins vrai pour la production d'électricité. Et donc pour les gaziers, la mobilité est clairement un marché stratégique évidemment. Et c'est pour ça que je suis là ce soir pour vous en parler. Voilà, je pense que je ne peux pas faire plus court. Il est 19h28. Merci Vincent. Bon, c'est vrai, on a largement débordé. Bon, je voudrais d'abord répondre à une question là qui vient d'arriver. Donc, aurons-nous les présentations en téléchargement, bien sûr. Donc, juste donc demain ou après-demain, je vais vous envoyer, enfin, nous allons vous envoyer un petit questionnaire et la réponse à ce questionnaire donnera droit à l'enregistrement de ce webinaire et aussi donc je vais vous mettre en copie les
les documents qui ont servi de support à cette présentation. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Alors, rapidement, je vais quand même regarder s'il y a des questions. Olivier, Gilles et Vincent, regardez aussi de votre côté sur le chat s'il y a des choses qui… Donc, on a parlé du système Volvo. Olivier a répondu. Olivier, si tu veux juste en dire un mot. Donc, système Volvo qui est pas mal, mais qui est plus cher finalement que le reste, non? Oui, il a surtout une complexité importante, il est très intéressant, il permet de garder le principe diesel, un fort rendement. Ouais. Voilà, quoi. Après, il faut voir ce qu'on fait. Je vois qu'il y a une question sur la pile à combustible aussi par rapport au moteur. Il faut se poser aussi cette question, de garder peut-être quelque chose de simple. Voilà, il y a toute cette question à se poser sur l'investissement, la simplicité. La question que j'allais poser… Le système du Volvo avait aussi une critique qui est un petit peu résolue. Alors, il marche obligatoirement avec du GNL, qui pose aussi des problématiques de dégazage. Hein. Il faut faire attention, il faut bien le considérer. Donc, c'est valable dans certains cas. Voilà. Mais c'est très bien dans certains cas. Ok. Alors, moi, la question que j'allais te poser aussi là-dessus, c'est si on fonctionne avec de l'hydrogène mais en combustion, on va avoir des températures qui vont être supérieures ou au moins équivalentes à celles du diesel dans la chambre de combustion. Et donc, à ce moment-là, on va former des NOx. Exactement, exactement. Alors, ce qui est intéressant, et je suis allé vite, c'est que les caractéristiques de l'hydrogène sont une vitesse de flamme très rapide et permettent une très, très, très forte dilution sans instabilité. Donc, on va pouvoir fonctionner, sur le graphique, j'avais mis des lambdas jusqu'à 2,1 avec le gaz naturel, on peut aller jusqu'à 2,5, 3, et on arrive à des niveaux de NOx presque négligeables, 10 ppm de NOx, c'est pas grand-chose, mais c'est toute une question. Et ça, c'est important. En revanche, on peut appliquer des méthodes comme pour le diesel. Hein, on peut utiliser l'hydrogène en tant que réducteur pour les NOx. Voilà. Et il faut faire un petit post-traitement. Ok, d'accord. Bon, il y a des questions sur lesquelles tu as répondu. Là, le coût d'un rétrofit, 50% du prix du véhicule neuf, c'est ce que tu avais. Oui, sur un gros véhicule, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Bon, le coût du rétrofit, bande d'essai H2. Bon, ben, est-ce que tu avais remarqué d'autres questions qui pouvaient être… Ce que je peux dire aussi à toi, c'est que donc on pourra continuer à poser des questions. Je suppose, Olivier, tu pourras y répondre s'il y a d'autres questions qui viennent à posteriori. Tu avais donné ton email tout à l'heure, on peut t'écrire pour avoir des questions complémentaires, je suppose. Avec plaisir, oui. Même chose à Vincent, Oui, c'est sans problème, quoi. même chose à Vincent et même chose à Gilles, je suppose aussi. Oui, sans problème. Ok. Oui, sans problème, Martial. Quel coût de balayeuse par rapport à un diesel? Quelle perte de charge utile? Alors, est-ce que tu avais répondu là-dessus? Non, peut-être pas. Tu peux redire la question? Quel est le coût de la balayeuse par rapport à un diesel? Ah, la balayeuse, si, j'ai répondu. Alors, c'est la balayeuse, faut compter à peu près quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires. Hein, il y a le coût du réservoir, il y a le coût de la transformation. Voilà. On n'est pas dans le cas, la balayeuse, c'est une conversion à 0 km ou à 0 heure. Hein. On prenait le véhicule et puis on le transformait. Moi, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur les différentes méthodes pour rétrofiter les moteurs diesel. J'avais lu quelque chose, moi, au Canada, où il y avait des villages qui étaient devenus autonomes, enfin, du moins des agriculteurs qui étaient devenus autonomes, sans modifier leur moteur diesel. Donc, ils ne faisaient qu'injecter du gaz avec le diesel, et puis, donc, je ne sais plus, c'était un mélange qui était de l'ordre de 10%, 90%. Et voilà,
tout restait identique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ça dépend si c'est des véhicules agricoles, c'est difficile. On va plutôt être dans des taux de substitution de 50-60%. Ouais. Hein. Sur les groupes, ça se fait depuis longtemps sur des groupes électrogènes. Là, on est plutôt stabilisé à pleine charge. On va plutôt être un taux de substitution de 90%. Ça, c'était vrai, c'est ce que j'ai indiqué rapidement. C'était vrai jusqu'à certaines normes. Si on passe dans la norme Euro 6, c'est plus vrai. Hein. La norme Euro 6 a pu permis d'avoir le dual fuel traditionnel. Alors, on est plutôt dans des proportions de 10-20%. D'accord. Il y avait une question là qui s'adresse peut-être plutôt à Vincent. C'est comment est gérée la plage de la qualité du gaz et du GNL sur les machines thermiques? Est-ce qu'elles diffèrent en fonction de la source, Pays-Bas, Norvège, Algérie, etc. Oui, enfin, les composés sont légèrement différents, mais voilà, enfin, globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sources sont quand même relativement stables. Hein. Le GNL, il a plutôt un PCS élevé, le gaz russe, il a plutôt un PS faible, et les industriels qui ont ce gaz, ils ont des procédés qui sont réglés là-dessus. Donc, j'ai envie de dire, ils sont pas trop contraints par les variations. Après, sur la mobilité, effectivement, c'est là où il y a une différence, c'est que la mobilité, par définition, c'est itinérant, et on peut se retrouver avec des qualités du gaz légèrement différentes, mais les plages sont quand même relativement serrées pour quand même optimiser les moteurs. Mais voilà, c'est un point d'attention sur notamment les motoristes, hein, sur la stabilité du PCS, l'indice de méthane notamment. Voilà, mais les plages sont quand même assez serrées. Ok. Alors, rapidement, Vincent, je peux rajouter un point. Hein. Il y a des travaux depuis tout temps pour avoir des capteurs de qualité gaz. Hein. On a un équipementier en France qui est assez fort pour ça, avec un capteur qui s'appelle Miris. C'est une grosse problématique pour les moteurs de bateau, hein, de GNL. Par exemple, le GNL, il va évoluer, par exemple, sur tout un trajet transatlantique. Et il y a toute une gestion à avoir. Les composés les plus légers vont d'abord s'évaporer et il va y avoir un changement de composition du gaz et bien sûr le moteur est calibré en fonction des caractéristiques des composants. Donc cette problématique elle est forte sur les bateaux. D'accord. Il y a une question là qui doit s'adresser plutôt à Gilles. C'était donc les poids lourds usent les infrastructures énormément. L'évolution à long terme ne devrait-elle pas réviser la course au fort tonnage? Gilles, est-ce que tu as des éléments là-dessus ou bien moi, je n'ai aucun élément pour répondre là-dessus. Je ne sais pas si. Aujourd'hui, il y a 99% des marchandises qui sont transportées par camion en France. Oui. Voilà, donc le jour où on trouvera un autre système, pourquoi pas, mais c'est compliqué. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que l'utilisation des camions. Alors, il y a les camions sur les routes, sur les autoroutes, et puis il y a également les camions en ville. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il vaut mieux utiliser un camion pour faire des livraisons urbaines plutôt qu'une multitude de camionnettes qui vont congestionner la ville et pas forcément être plus propres que ces camions. Donc le camion a encore de l'avenir devant lui. Je rappelle que dans l'association, on a les fédérations professionnelles de transporteurs routiers, marchandises et voyageurs. Et pour les marchandises, il est clair que les solutions autres que le camion, on les connaît. Hein. C'est le fleuve notamment, le transport fluvial. Il y en a à Paris. Monoprix fait une partie de ses approvisionnements par voie fluviale sur la Seine et ensuite livre en ville avec des camions gaz. Voilà, mais c'est pas, enfin je veux dire, les camions ils vont pas disparaître du jour au lendemain parce que je vous dis que la majorité des marchandises sont transportées par camion. On n'a pas d'autre solution aujourd'hui. Ok. Bon, d'autres questions auxquelles il y a eu des réponses, je suppose. Donc, il y avait une question, Martial, aussi sur le critère 1 qui ne permettrait plus de rentrer dans le Grand Paris en 2030. Ce que je pense, c'est que le critère 0 est réservé aux véhicules électriques et demain aux véhicules hydrogène. Mais clairement, il y aura des cœurs de ville où effectivement on ne pourra plus rentrer en véhicule autre que véhicule électrique, zéro émission en sortie du pot d'échappement en ville. Mais il y aura quand même des livraisons qui se feront encore avec des camions. Donc les investissements qui sont faits aujourd'hui par les énergéticiens
ou par les collectivités locales dans le développement des stations d'avitaillement et d'achat de véhicules, eh bien, ce sont quand même des investissements qui vont durer un certain temps. Oui, puis à ce moment-là, ça pourrait être des camions hydrogène, donc à pile combustible. Oui, tout à fait, mais 2050, c'est la neutralité carbone Oui. nette pour toutes les activités. Aujourd'hui, sur le transport lourd, il n'y a pas d'alternative qui existent ou qui sont économiquement supportables par les acteurs professionnels, autre que le gaz et le gaz. Donc c'est pour ça qu'il y a un rôle à jouer au gaz. Peut-être qu'en 2050, on n'aura plus que de l'hydrogène ou de l'électrique, peut-être, mais ça, j'en sais strictement rien. Alors, il y a une question justement, Gilles, tu vas pouvoir y répondre, la dangerosité, effectivement, donc quand on parle du gaz, on pense explosion, etc., que ce soit gaz ou hydrogène. Alors, Olivier a parlé tout à l'heure de bus qui brûlaient. Donc des bus, effectivement, ça brûle régulièrement et en général, c'est plutôt lié à des problèmes de circuit électrique, de démarrage de l'incendie. Et en fait, on constate que les bus gaz n'ont pas plus de problèmes que les bus diesel lorsqu'ils brûlent. Il n'y a aucun incident majeur observé depuis qu'il y a plus de 25 millions de véhicules qui roulent au gaz dans le monde. On n'a jamais eu de catastrophe particulière. Et on peut aller dans les parkings avec un véhicule gaz. Oui, Gilles, il y a juste, ça c'est complètement vrai sur les véhicules. J'ai vu qu'il y avait une question. Voilà, c'est comme tout, l'atelier de maintenance doit être adapté. Hein, le gaz, il peut se déplacer vers le haut, mais c'est des choses qui sont bien connues. C'est des choses qui sont référencées. Voilà, j'ai juste un trou. C'est l'organisme de sécurité. Donc, il y a plein de recommandations et il y a un suivi, par exemple, pour les autobus au niveau du CETIM. Tous les composants haute pression sont enregistrés et sont suivis. Donc, non, il ne faut pas avoir de crainte dans ce sens. Okay. On peut dire d'ailleurs que la RATP, d'ici 2025, ils ont 4500 bus, ils vont transformer la moitié au gaz et la moitié à l'électricité. Ok. Bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là-dessus.